Bienvenue sur Métal Maniaques, un balado d'horreur Québec où je, sous-signé Kristof G, m'entretiens avec des métalleux tripeux d'horreur. Cher Métal Maniaques, Kristof G ici, donc pour l'épisode, on est rendu à l'épisode 25 de Métal Maniaques, un épisode très cool qui inclut deux entrevues complètement différentes avec deux gars qui ont des beaux parcours. Très, en tout cas, je suis très, très, très content d'être tombé comme par hasard sur le documentaire The History of Metal and Horror qui fit bien trop avec le concept de mon podcast. Euh, donc, j'ai pu rencontrer virtuellement Mike Schiff, le réalisateur du documentaire, qui interviewe tellement de gens. Je dirais lire la critique qui est publiée aussi aujourd'hui sur Horreur Québec. Un beau documentaire vraiment cool, disponible en vidéo on demand présentement. Euh, donc, Mike Schiff, un gars qui a non seulement réalisé pendant plusieurs années, vous faites beaucoup, beaucoup de tournages pour pouvoir monter ce documentaire très, très, très nice, qui inclut aussi une petite performance narrative de Michael Berryman, l'acteur culte. Puis Mike Schiff, pour faire une petite bio rapide, en plus d'avoir travaillé pendant une dizaine d'années pour Howard Stern, euh, il a pu aussi collaborer avec des gens, des pointures, hein, des légendes de l'horreur comme Tom Savini, John Russo, John Carpenter. Donc, vraiment cool. Conversation super sympathique. Puis, j'ai pu. Donc, on parle de documentaire, on parle d'horreur, on parle de métal. Euh, Puis, j'ai pu aussi avoir une petite jasette avec Matt McGachy euh, du podcast Vox&Hops qui jase de bière et de métal. Donc, ça, j'en parle dans l'entrevue, là, mais c'est vraiment ce qui m'a poussé à me partir de mon propre podcast avec mon concept à moi, métal et horreur. Matt, il est aussi vocaliste pour Cryptopsy, fait partie aussi de La Fabrique de Monstres aux côtés de Sébastien Croteau et de une centaine d'autres chanteurs, chanteuses métal qui font des voix de monstres. Euh, vraiment, toujours aussi sympathique. Je connais Matt depuis quelques années. Donc, c'est un plaisir de pouvoir jaser de métal, un peu d'horreur avec lui, en prenant une petite bière de micro délicieuse. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec mes deux entrevues avec Mike Schiff et Matt McGachy. Hey, Matt McGachy, c'est tellement cool. Merci d'être là. Je suis très content d'être avec toi. Ça fait longtemps que je vais être avec toi, Christophe. Ça fait longtemps qu'on se parle de ça. Oui, Exactement. oui. Des deux Puis, côtés. oui, Hein? oui. Tu étais toujours là pour chaque événement de Vox and Hops. On se connaît Ouais. depuis même avant ça. Je pense que c'est grâce à toi que je connais Luc de Luc Yakimochi Beaulieu? Pop. Yeah, Peut-être, peut-être. je pense que Euh, Ça se peut. En tout cas, moi, je pense que la première fois qu'on s'est rencontrés, j'étais allé te parler. On était dans l'espace média de EV Montréal en oh 2019. shit. Oui, oui, oui. Puis Hey, là, je me disais, j'étais OK, motivé. Yeah. ce gars-là, il me dit quelque chose. Il me semble que sa face me revient, parce que j'avais déjà vu Cryptopsy, parce que, bon, évidemment, tu es chanteur de Cryptopsy, tu es le host de Vox, et host et producteur et concepteur, créateur de Vox and Hops, Metal Podcast. Puis, ben là, c'est qui ce gars-là? Il me semble qu'il me dit quelque chose. Puis là, il y a quelqu'un qui me dit backstage, je pense que c'est Yannick Tremblay qui. Ah, peut-être c'est Yannick qui m'a introduit à Luc. Non, Ouais, là que je pense plus parce- clair. Je pense que ben, c'est Yannick. Shout out to Yannick qui m'a introduit à Luc. ben Euh, oui, ben Yannick Tremblay, on est tous des vieux chums, mais Yannick, moi, je le connais depuis que j'ai 15 ans. Luc, ah, depuis peut-être 10-15 ans. Puis, ben, tu sais, c'est du monde de Chicoutimi, du Saguenay, tout ça, qui trippe métal, qui trippe bonne brew. Hein? Moi, je me suis pris yes, une petite bière de chez Messorem, hein, nos yes. amis de Ion Dissonance, hein, n'est-ce Oui. pas? Que tu The connais Last bien. Felony aussi, The Last Ouais, Felony aussi. ouais. Fait que, tu sais, And bon. Coma, Coma, Orphans in Coma aussi. C'est Orphans in Coma,
Iron Dissonance et The Last Felony. Ça me Trois surprend. bandes. OK, Ouais. ça, je le savais pas. Parce que Ça, quand même. l'artiste qui fait tous les visuels était le chanteur de Orphans in Coma, le brasseur, un des main brasseurs, c'est le batteur of The Last Felony, puis Gab, um, Ion Dissonance, obviously. Et il y a Alex Herrien, who is Oui, the general manager, ben oui. obviously. Despise Despise. Icon. Ben Oui. oui, exact. Obey the Brave. Mais tu sais, pour vrai, tu sais, c'est une gang de métalleux qui se partent une shop de bière. Tu sais, ça fait quoi, 5 ans? Hein? C'est ça, hein? Non, ça fait 3 ans. 3 ans, Ils ont 3 ans. fait 3 ans qu'on fait Ben, c'est partie. ça, il y a eu une pandémie, hein. Le temps c'est comme un peu tordu depuis, mais la seule chose qui me manque à Messorem, c'est un Metal Night. Ça prend du J'ai métal. déjà parlé au gars, Je sais, j'ai je déjà suis parlé allé la aussi. première fois, puis j'étais tellement déçu que c'était pas un bar métal. Je m'attendais à ça, mais on est très chanceux à Ben Montréal parce oui. qu'on a Mutoïde maintenant, qui a de la bonne Exact. bière aussi. Les faux électriques qui ont de la boréale Nord-Est. Oui. Tu sais, Bon, il y a Mutoïde, la gamme de bière est super bonne, mais c'est super, c'est très métal. Fait que ben oui, exactement. On est gâtés là-dessus. Pour vrai, là, des bonnes la première bières. fois que Puis, j'ai rentré à Mutoïde, I was like, ah, je suis ici, it's my home. J'étais tellement content. Fait que tu bois du bon jus. Moi, je bois ouais, qu'est-ce que quelque tu chose bois, de toi? spécial. Oh yeah! Ça, C'est la c'est nouveau, première à ça. canette, un gros projet que j'organise cette année. Is Metal Injection presents Vox and Hops Pit Culture. J'ai 26 collabs qui vont 26. sortir partout dans le monde avec 26 brasseries annoncées. Ça, c'est la Ah première ouais. vague. Je suis Wow. en train de recevoir plein de messages d'autres brasseries qui veulent J'aimerais faire ça se rajouter. partie OK, OK. pour The Second Wave, as I'm calling it. Fait que celui-ci est le premier qui est sorti en canette. Le premier est sorti au Japon, Oh, mais c'était OK, juste en fût. OK. Fait que Pit Culture, ça a été créé, ça fait au moins 5 6 mois que je travaille sur ça Ben pour là. euh, éduquer le monde, qu'est-ce qui se passe vraiment in a mosh pit, parce que nous, Mhm. on sait c'est quoi des mosh pits, mais pas Ah tout le ouais. monde comprend qu'est-ce qui Non, se hein? passe dans un mosh pit. Ça a On l'air dirait que c'est très des gens qui se violent. pètent la gueule. C'est ça, C'est pas exactement. Mais ça. c'est pas ça pantoute. C'est pas ça. J'ai tourné partout dans le monde. J'ai vu des mosh pits dans plein de pays, puis ils sont tous pareils. Ouais. C'est comme la musique change, mais les mouvements restent pareils. Fait que chaque bière va avoir un mouvement spécifique, which is being showcased sur la bière. Ça devient Ah le ouais. nom de la bière. Fait que this is OK. collateral moshing. Je vais faire une résumé parce que c'est super long. Puis chaque côté de la bière, ça Ah, explique cet concept-là, ce mouvement-là. Fait que nice. collateral moshing, c'est quand tu es vieux, puis tu veux aller à un show, puis ça ne te Oui, tente pas d'être dans un pit, tu restes sur le mais tu bord. veux bien voir. Non, tu veux bien voir. Fait que, this is from Bone Up Brewing, c'est une brasserie from outside Boston. Puis OK. Ah ouais. Liz is the main person, one of the main people behind it. Puis elle est petite. Fait que si elle veut bien voir, il faut qu'elle aille en avant. Et des Ouais. fois, quand tu es en avant, puis ça ne tente pas de faire un mosh, soudainement, il y a un mosh pit qui se Ouais. forme alentour de toi, puis tu n'as pas le choix. Ouais. Il faut que tu rentres dans le pit et que Ouais. tu amènes tout le monde avec toi. So, collateral moshing. C'est Ah. ça. C'est le Fait que fun, ça. Fait que moi, là, je vais vous avez boire ça sorti des appellations spéciales pour pour chaque différentes bière. positions, C'est ça. différentes sortes de Um, Wall of Death, puis des trucs comme ça. exactly, OK, oui. OK, nice, Au ça, c'est Japon, ça. c'était Circle Pit, c'était la première. Fait que, Ah, ben très il y en bien. a J'ai d'autres qui ben. sortent à chaque intervalle pendant. J'ai laissé ça très libre Puis ça pour les. sort un peu partout. Pas nécessairement. Pas ici. Il va Pas en ici, avoir une ça sort partie. au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Danemark, en France, en Cyprus, en Grèce. Je viens juste d'avoir Wow! contact with someone in Greece, au Japon, en Australie. Euh, je suis certain que j'en oublie, mais ça arrive des fois quand tu organises des choses comme ça. Ben oui. Oui, et chaque bière a une chose, un nom différent. Tous ceux qui vont sortir au Québec, il y a 5 brasseries, 5 et demi, OK. parce que Mutaïd font partie. Avec Kanawaki Brewing, ils font un collab. Oh, nice. 5 bières vont sortir pour les 5 ans de Vox and Hops en fin septembre, début Ah, octobre. Puis parfait, je viens ça. juste de parler à les gars de Mutaïd. On va fêter mes 5 ans chez Mutaïd le 21 Ah! octobre. Puis toutes les bières vont être présentes. J'ai hâte, j'ai très Ben hâte de faire là, ça. c'est super cool, ça. Puis comme tu disais tantôt, ben, tu sais, je viens souvent aux événements Vox&Hops parce que, tu sais, quand on s'est rencontrés, tu sais, j'ai trouvé que le concept était super cool. Merci. Toi, qui es métalleux, tu jases avec d'autres métalleux de bonne bière, de musique, puis une conversation super décontractée, puis on va à Mhm. plein de zones, on
retourne en enfance, qu'est-ce qu'on écoutait. Puis tu sais, ça m'a beaucoup inspiré. Là, après ça, la pandémie est arrivée. Puis là, j'ai pas pu faire d'entrevue en personne avec des artistes comme j'aimais ça faire, avec des métalleux pour parler de films d'horreur. J'avais commencé à faire ça depuis quelques années là, pour Rumor Magazine. Puis là, j'ai écouté beaucoup ton podcast. Puis là, j'ai fait, ben, je devrais faire ça, moi. Horreur, métal, tu sais, c'est quelque chose qui fait Parfait. du sens. Puis c'est Ben ça, oui. c'est ma niche. Puis ben, c'est ça, c'est vraiment merci hein, de m'avoir inspiré. C'est C'est un vraiment à cause de plaisir. toi. C'est très gentil. C'est un plaisir. Puis, Quand puis j'ai tu sais, commencé le balado, j'avais jamais ça en tête d'être une inspiration pour d'autres. C'est clair que moi, je me suis fait inspirer ben oui. par Jamie Jast, Mhm, Doc mhm. Coyle from Bad Wolves. Avant, il était dans. And again, maintenant, il est de retour in God Forbid. C'est vraiment ces deux podcasts-là qui m'ont vraiment Ouais. inspiré. Fait que le fait que moi, je peux t'inspirer et j'ai d'autres balados qui sont aussi créés grâce à l'expo de l'influence ou Mhm. de The Ben oui, Vox and Hops comme Whispers from the Void podcast, une autre qui a été créée grâce à la communauté de Vox and Hops. Je trouve ça super intéressant. ben Puis oui, j'aurais jamais, jamais imaginé ça. ben, C'était pas le c'est but, ça. c'était vraiment juste pour me garder occupé Ben parce oui, que puis là, je la savais pandémie est que arrivée, puis là, ça t'a super gardé occupé parce que là, t'avais plus de show à donner non plus, tu sais. vraiment, ça marche. Ouais, Non, mais ouais. c'était vraiment parce que Flo, il y a comme trois choses qui s'est passé. Flo Mounier, Oui, ton avant ça, drummer. il y avait Chris Donaldson, il y Ouais, a son studio qui fonctionne ouais, super bien, il est ouais. hyper occupé. Ollie, l'été de 2018, m'avait annoncé que Cattle Decapitation l'avait Ben oui, invité de venir comme membre. Puis j'étais comme, oui, fais-le, ben oui. they're amazing, je les adore, Tellement. vas-y, Moi vas-y aussi. avec eux. Et en même temps, Flo m'a annoncé que David Vincent allait Oui, être le nouveau chanteur de son nouveau projet qui n'avait pas de nom dans ce temps-là. ouais. Fait que ces trois choses-là, j'étais comme Ah, il faut Moi que aussi, je ça me fasse prend un quelque sideline, chose. hein. Ben c'est Il faut ça. que je fasse quelque chose. Je vais être jaloux. Ouais. Je me connais, mais je sais pas pour être méchant, mais Mhm. je vais être jaloux. Fait que je veux Mhm. être occupé. Faut que je trouve quelque chose qui me représente, quelque chose qui vient de moi-même. Ouais. Et bière de micro, c'est une gros inspiration, quelque chose qui m'allume vraiment. Fait que c'est ça que j'ai fait. Et là, j'ai sorti 400 épisodes 400, c'est plus, complètement fou, là, en presque 5 ans, dans c'est ça? 4 ans. Ouais. C'est du Wow. plaisir. C'est Ben vraiment oui. encore très plaisant. Comme exemple, je suis en vacances pour le mois d'avril, Ouais. mais C'est bien, ça. samedi dernier, je suis allé à deux événements de bière, dont La cuvée, là? oui, mais avant ça, j'ai arrêté chez Kanawaki Brewing pour fêter leurs 5 ans. Et après ça, je suis allé à la cuvée. Et pendant que j'étais là, j'ai enregistré un épisode qui sort demain. Ah J'étais ouais, hein? capable de. J'étais en vacances, mais il y a des Mais c'est une moments comme ça passion. parce que c'est du plaisir. C'est Ben ça. oui, c'est une passion, puis tu le fais super bien, pour vrai. Puis, tu sais, après ça, tu sais, se partir un podcast, il faut penser à des questions, il faut voir qu'est-ce qui passe partout, qu'est-ce qui peut bien fonctionner avec tout le monde. c'est vrai. Puis, tu sais, tu as vraiment trouvé les bonnes questions qui vont inspirer les gens à les creuser dans leurs souvenirs, puis à nous sortir tu sais, on est tous nostalgiques, là, tu sais, on aimerait Mhm. tout ça avoir 16 ans, puis pas payer nos comptes, puis pas Je sais avoir pas rien à pourquoi, gérer. ces années-là, je parle de ça souvent sur le balado avec Jess. Ça aussi, tu as dit que c'est tout moi, Vox and Hops, c'est pas vrai, c'est ma femme Non, aussi. c'est vrai, ben oui. Jessica, qui m'aide beaucoup comme productrice. Je lance beaucoup d'idées sur elle avant que ça sorte, puis elle me fait réfléchir. Surtout au début, côté Mhm. branding, c'était Ben tout oui. Jessica qui m'a aidé à faire ça. Moi, j'aurais juste sorti un balado avec n'importe quoi, mais elle m'a vraiment forcé Ouais, elle t'a à cadré. payer un artiste, d'avoir une image. Alex Mhm. Tremblay, amazing artiste que j'ai travaillé avec pendant longtemps pour faire toutes Mhm. mes images. But, oui, non, Mais c'est un vrai plaisir. Je suis très ouais, chanceux de faire ce que je fais. Puis les questions que je pose, ah oui, je voulais dire, ouais, ces années-là d'enfance, ouais. je comprends pas pourquoi Adolescence. Ouais, oui, thank you, ouais, ces 5 ans ouais. sont si importants. Ça fait comme cristalliser un peu, Mhm. tu sais, Your identity. Yeah. ouais, c'est ça, qu'est-ce qu'on devient, puis on dirait que c'est justement tout ce qu'on a écouté ou ce qu'on a Oui. vu aussi. Euh, le cinéma, c'est peut-être différent parce que tu peux être traumatisé bien plus jeune, mais la On peut musique, parler de ça, c'est clair. ben Talk oui, about The Shining. ben oui. Mais c'est ça, moi je parle, j'aime bien ça parler de musique, évidemment, parce que, bon, métal, horreur, toi, je sais que tu es un gros fan de Mike Patton. Moi, Mike Patton, Oui. là, à 12 ans, Fate No More, j'ai vu Epic, le vidéoclip à Musique Plus.
Puis là, ma jaw dropped. Puis là, j'ai fait wow. Après ça, j'ai acheté l'album The Real Thing. Puis là, j'ai fait, mais là, qu'est-ce qui se passe? Il y a donc bien des styles différents. Là, j'ai écouté Mhm. l'album d'avant avec l'ancien chanteur. Puis là, tu sais, ça a changé ma vie complètement. Je sais que tu es fan aussi, mais toi, ton amour pour le métal, ça a commencé comment, toi? Plus jeune, c'est avec mon père. Mon père, il aimait beaucoup, dans l'auto avec mon père spécifiquement. J'ai beaucoup de souvenirs de. Je viens de Deux-Montagnes, qui est une ville dans le nord euh, de l'île de Montréal, la suburb de Montréal. Puis des fois, il fallait comme ma mère manquait le train, puis il fallait aller la chercher en ville. J'ai beaucoup de souvenirs d'être comme assis dans l'auto avec mon père en écoutant du Black Album, Metallica. He was really into Boston, Foreigner, OK? Classic rock, Journey, classic rock, mais il y avait comme un intérêt pour des des guitar trucs solos, plus lourds. Guns OK. N' OK, Roses. ouais. Je me souviens d'attendre à le train, au gare de train à Deux-Montagnes, puis on écoutait Coma. J'étais très jeune, avec le gars qui meurt à la fin, puis mon père qui m'explique qu'est-ce qui se passe. OK. Très intéressant Ouais, ouais, ouais. pour un Comme jeune souvenir. Ben enfant, c'est oui. quelque chose qui frappe un petit peu, mais c'est accrochant. Puis là, je me souviens d'aller chez quelqu'un, puis il y avait un gars, like Rolling Stone magazine, it's Axl Rose, puis comme super beau, il était encore jeune, with a nipple ring, puis j'étais comme, c'est quoi ça? Pourquoi il y a un bouteille dans son mamelon? C'est Ah ouais. bizarre, ça. Ça, c'était à l'époque, là, en 89, 90, dans ces eaux-là, ça, Je pense que. que ça. Ouais. Et en même temps, peut-être même avant ça, il y avait Tim Donnelly. Lui, il est plus métal, mais je me faisais garder chez lui. Puis il y avait comme un poster of Alice Cooper dans Ah, sa nice. chambre. J'avais pas vraiment le droit d'entrer dans sa chambre, mais je le voyais, puis c'était comme dans la porte. Tu le voyais sur le mur, comme de l'autre bord de la porte, puis ça me C'est faisait peur mystérieux. un petit Ah ouais. peu. And then, dans le sous-sol avec lui, il montrait beaucoup de choses. Peter Frampton, OK. la guitare qui parle, Ouais, ben ouais, ben ouais. des choses comme ça, c'est des souvenirs comme ça. C'est vraiment ces deux choses-là. Et là, c'était vraiment moi-même. J'ai découvert des choses Puis t'es devenu grâce, ado, puis c'est ça. exactly, Là, grâce à des amis. Vince ouais. Bartonucci, c'est un ami de secondaire que he was like the gatekeeper, celui qui avait tout des ins, c'est lui qui nous a montré Marilyn Manson, Mhm. Korn, Slipknot. Like, Slipknot, je sais pas si t'étais à ce show-là, si Au t'étais à Montréal. Métropolis, je l'ai manqué, ça. Non, C'était c'était au sold out, ça? Spectrum. Non, c'était Au au Spectrum. Spectrum, celui Spectrum, ouais. avant. Ouais. C'est leur première tournée avec Cold Ouais. Chamber. Nous, on Ben, était là, puis on avait reçu le CD la ouais. semaine d'avant. Fait qu'on a Ah tout ouais. découvert. On ne les avait jamais vus. Il n'y avait pas de photos. Il y avait juste Les- La la pochette. pochette. Ben ouais. Puis on est allé au show, puis j'étais pas prêt. J'avais Ben non, peur. mais c'est sûr, le mosh pit devait être complètement débile. Moi, j'avais été un peu niaiseux parce que j'étais vraiment fan aussi. Tu sais, quand j'ai découvert ça, j'ai fait Oh my God. Là, tu sais, moi, je tripais sur Deftones, sur Korn. Tu sais, Yeah. j'étais vraiment à fond dans le new metal à ce moment-là. Puis là, c'est comme Oh shit, là, c'est élevé. Mais il y a quand même une petite twist catchy. Yeah, yeah. J'aimais vraiment beaucoup le premier album, puis j'avais une amie qui travaillait à Musique Plus, elle était réceptionniste, puis elle me faisait toujours rentrer quand il y avait des performances Nice. à Musique Plus, puis j'ai rencontré les gars. Ils ont signé ma Nice. pochette, mais j'ai pas pu aller voir le show. Fait que j'ai vu Slipknot plusieurs années après, en festival, au Centre Bell, tu sais. Mhm. Puis ils donnent tout un show, les gars, puis tu sais, après ça, on retourne à Mike Patton, Mr. Bungle, ils l'ont fait, eux autres, 10 ans avant. Puis, Oui. mais tu sais, Slipknot, ils ont pris ça, puis ils l'ont amené ailleurs avec toutes les suits à la Michael Myers, tu sais, puis euh, Les masques qui font tu sais, peur. c'est écœurant, ça, tu sais, puis t'aimes ça ou t'aimes pas ça, mais tu sais, moi, tu sais, c'est comme à l'intersection de l'horreur puis le métal, puis tout ce qui est shock rock, tu parles d'Alice Cooper, tu sais, moi, Oui, c'est tous des oui, trucs oui. qui fonctionnent super bien, moi, j'adore ça, tu sais. Il y a Ghost maintenant qui continue ça, puis ça Ouais, fonctionne, puis puis c'est ça marche pas pour tout le ça monde, marche. il y Pour a moi, du ça monde, marche. ouais, Il y a des gens qui haïssent vraiment ça. oui. Pas moi. Ghost, leur album était sur mon top 10 l'année dernière. Ah, Impera est C'est quelque chose. tellement bon, là. The songwriting, c'est bon. C'est du ABBA, Alice Cooper ABBA. Ouais, Alice Cooper, c'est ça la période Yeah. Poison, Mhm. Def Leppard aussi, tu sais, c'est pas pour rien qu'ils sont allés chercher Oui. Joe Elliott, tu sais, pour faire un Yes. petit featuring. Mais tu sais, c'est du Yeah. bonbon, puis tu sais, c'est des shows d'arena. Je vais les voir avec ma femme puis un couple d'amis aux États-Unis cet été, voir deux shows. Nice. Ouais, ouais, ouais. Nice. Nice.
Mais il y Ah a ouais. vraiment, il y a ces deux shows-là. Il y a le show de Slipknot qui m'a vraiment Mhm. marqué. Et j'ai aussi vu Korn. Ils sont venus avec Incubus, Orgy, Ah oui, Korn. Je pense au que c'était ça, Sepsum. au Sepsum. Ouais. Il y avait Puis il y avait ces deux des shows-là. cages sur la scène. Exactly. Eux autres, ils étaient sur la grosse tournée Family Value, je pense. Ouais. Puis aux États-Unis, c'était beaucoup plus cool qu'ici. C'était avec Rammstein puis Limp Bizkit. C'est Mais vrai, c'est à vrai. Montréal, il y avait juste ces trois bandes-là. Fait que Mais tu sais, puis Korn, ces tu sais, deux shows-là m'ont vraiment marqué. ben oui, puis encore une fois, tu sais, il y a encore une connotation horreur. Tu sais, Korn, ils ont toujours eu des, tu sais, des Creepy. trucs très Yeah. weird, puis tu sais, clown, puis justement une cage sur la scène, les pochettes aussi d'albums, tu sais, qui ont, tu sais, c'était une petite fille qui se balance, une silhouette. C'était tout le temps, ils étaient tout le temps dans ces zones-là. Ils sont allés chercher Todd McFarlane pour Follow the Leader, pour faire la Mhm. pochette, tu sais. Il y a toujours des liens, il y a toujours des liens à faire, puis moi, ça me fait halluciner. Mais comme tantôt, je disais, tu sais, le traumatisme, tu sais, de l'enfance lié à l'horreur, tu vas jamais l'oublier. C'est le film d'horreur que tu as écouté trop de bonheur. C'est quoi pour toi, là? Tu sais, qui t'a des nuits blanches? Mais c'est vraiment drôle parce que j'étais pas jeune, puis c'est à cause du circonstance, puis tu vas bien aimer ça. Quand j'étais en secondaire 1, mon prof d'anglais, um, Mrs. Pryor, secondaire anglophone, OK. j'avais fait mon primaire en français, puis j'ai fait le switch. Um, elle nous avait montré The Shining, Stanley Kubrick's Elle était au primaire. secondaire 1. Au Non, secondaire 1, OK. secondaire 1. OK, Yeah, tu non, non, avais non. 12 ans. Tu sais. Oui, fait que 12 ans, c'est ben, c'est correct, ça marche, mais non, ça marche. ouais. C'est juste que Mais à c'est un film chaque, terrifiant. c'était vraiment dans nos temps, il fallait comme rentrer la télé, Ah oui! with the VHS, puis comme chaque fois, très souvent, elle arrêtait le film, puis elle disait, oh non, 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 c'est trop épeurant, on va avancer ce moment-là. Oh J'ai fait non! ça plein de fois. Fait que j'ai comme créé dans ma tête un film qui n'existe pas, qui est beaucoup plus épeurant que The Shining et en Wow. réalité. Puis je ne l'ai pas regardé pendant des mois et des mois avant ce moment-là. Puis j'ai vraiment dormi au pied par terre dans la chambre de mes parents en secondaire 1 pendant un bon bout. Ah Je vais être ouais. honnête, ça c'est vrai. Ça. Fait que, et là, j'ai vu le film. Finalement, mes parents étaient comme, on va le louer, tu vas le regarder, puis tu vas voir, c'est pas On si va régler pire ça, que là. ça. Ouais, ouais. Puis ils avaient raison. C'est quand même épeurant, mais Oui, je sais pas pourquoi dans ma tête j'avais créé un monstre, mais c'était juste la façon que c'était présenté. mais c'est normal parce que ce qu'on sait pas, ce qui est suggéré, ça fait toujours plus peur parce que notre cerveau, là, il va à des places, tu sais, ça va être Oui. Ouais. complètement un massacre. C'est pour ça qu'elle a fait avancer. Mhm. Il reste que Shining, c'est un film d'ambiance. Il n'y a pas beaucoup d'horreur, tu sais, vraiment graphique. Tu sais, c'est sanglant. Bon, oui, la scène de l'ascenseur avec la vague Oui, de sang, oui. mais c'est beaucoup plus poétique que ça peut être terrorisant, ce moment-là. Sauf Quoi que que c'est ça, la scène l'ambiance, la quand hache, il rentre dans la chambre, et puis la dame oui, qui est dans le bain, bathtub, le ouais, bain. ouais, ouais, ouais. C'est malaisant. Je me souviens quand je l'ai vu pour vrai, j'étais comme, ah, OK, peut-être ce moment-là. Et la hache, à la Ouais, fin, peut-être un ouais, petit ouais, peu ouais. in the maze, dans la. Ouais, What's a maze? Dans le ouais, ouais, c'est un labyrinthe. Ouais, ouais, labyrinthe, oui. exactement. Mais tu sais, c'est un film qui, c'est ça, c'est un. Tu sais au début que ça va mal finir parce que Oui. Jack Nicholson, il y a déjà une face, là, c'est comme oh my God. Mais c'est un slow burner. Puis là, ça avance tranquillement. Mon père, tu sais, je pense qu'il l'a vu, il était dans la trentaine, il l'avait arrêté. Il avait trop eu peur, puis il l'a revu, Oh, genre, il l'a fini 20 ans plus tard. OK. Fait que je ne suis pas le seul. C'est bon, ça. Puis c'est un film qui est encore célébré, tu sais, pour vrai, là, dans les films les plus terrifiants de tous les temps, là, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui mentionnent The Exorcist et Oui. Shining, puis Yeah. c'est des films qui vieillissent super bien en C'est plus, vrai, tu sais. c'est vrai. All the practical effects, puis dans The Shining, il n'y en a presque pas. C'est vraiment juste l'histoire puis l'ambiance qui crée. Performance, ouais, Oh, yeah, yeah. Yeah, yeah, for sure. épique. Puis The Ben ouais. Exorcist aussi, je l'ai vu quand j'étais en secondaire. Ça m'a marqué moins. On était comme en gang, c'était le fun, on trouvait ça bien drôle. Ça faisait peur quand même. Et en Un gang, autre qui m'a peut-être que ça marqué, marche moins, tu sais, parce que c'est ça, tu yeah, parles, puis tu sais, c'est un film qu'il faut que tu embarques, hein, tu sais. Evil Dead 2, c'est un autre Oh film. yeah!
Puis que j'ai des souvenirs de le voir pour la première fois chez un de mes amis quand j'étais jeune, puis j'avais trippé, il y avait un plus grand frère qui était comme très fier de nous présenter ce monde-là. Puis, et que j'ai trouvé ça intéressant, puis, and then, like, Army of Darkness, après ça, c'était, Ça a marché avec toi, l'humour, puis l'horreur, puis oui, le côté oui, slapstick très physique, oui, là. le little, like, Monty Python, presque, un petit Ouais. peu. Ah Yeah, ouais. oui, Tu sais, puis c'est ça, il dit qu'il a comme créé le style, le splatstick, parce que, tu sais, c'est yeah, splatter avec oui. le côté très, très physique, puis c'est le fun. Fait que dans le fond, toi, horreur comédie, ça marche bien avec toi, là. Ça marche, oui, oui. Mais j'aime beaucoup encore l'horreur. Je regarde beaucoup moins parce que Jess, ma femme, aime vraiment pas ça. Fait que c'est vraiment des moments pour moi quand je OK? regarde des horreurs. Fait que récemment, j'ai vraiment aimé Hereditary Ah and oui, Midsommar, ces Ari styles-là. Aster, Les ouais. nouveaux Barbarian, j'ai vraiment aimé Ah celui-là oui, aussi. hein? C'était hyper intéressant, celui-là. Et Ouais, le ouais. nouveau, il y a- où est-ce que c'est nouveau, c'est comme dans l'ancien temps. Puis là, ils ont fait comme un sequel super Ah, vite. ben, ils ont fait X, ça se passe Exactly. en Oui, c'est 78, exactement ça. Oui, puis Pearl, qui se passe oui, dans les années exactly. 20. J'ai bien aimé ce style de Ouais. nouveau horreur. Ouais, C'est ouais, ben, tu cool, sais, là. A24, on dirait que, tu sais, c'est la même boîte de production, là, Mhm, eux, ils essaient d'aller chercher des talents, puis, tu sais, vraiment avec des gens qui ont une vision, puis mhm, qui arrivent pas avec une formule, qui veulent vraiment faire du cinéma d'auteur, mhm. mais avec, avec les codes de l'horreur, puis ils jouent avec ça. Tu sais, moi, X, j'ai vraiment trippé parce que mon film d'horreur de tous les temps, c'est The Texas Chainsaw Massacre. Le monde qui écoute mon podcast, ils vont vraiment être écœurés parce que je le dis presque à tous les Je épisodes, suis mais d'accord, c'est so good. Oui, oui. La première fois que j'ai vu ça aussi, j'étais comme, What the? c'est comme on dirait qu'on est témoin de quelque chose qui se Yeah, passe. Tu sais, yeah, le côté yeah. documentaire. Puis X, il s'en va chercher ce côté-là. On est au Texas. On Mhm, pense qu'on s'en va dans ces zones-là. Puis là, il fait un 90 yeah. degrés. Puis là, tu fais comme, oh my God. Yeah, yeah, c'est vrai, yeah, yeah. Ça aussi, puis that same director, il avait fait quelque chose au début, fin 2000, que j'avais beaucoup aimé. Puis c'était comme, it was like a slasher, mais c'était beaucoup Ouais. plus, House of the Devil. oui, exact. Ça, j'avais vraiment bien aimé. Ouais. Ty Parce que c'est West, like a là. very old school horror. Je suis comme, il y a quelque chose qui s'est passé, une modern horror, où est-ce que il y a beaucoup trop de CGI, il y a beaucoup trop de Ouais, ben c'est ça. moins de script et plus de. C'est comme tous les films récemment, il y a beaucoup trop de CGI et pas assez de script. Tout film qui pourrait être une pièce de théâtre, c'est toujours le meilleur. If the Oui, script and the acting, it's going to be timeless. parce que c'est ça, dans le fond, ça fonctionne encore mieux quand on s'attache au personnage, évidemment. Oui. Tu sais, quand il y a des vraies performances. Tu sais, tantôt, tu parlais de X puis Pearl. Pearl, j'ai capoté parce que X, c'est cool, c'est le concept. Mais Pearl, on suit ce personnage-là de Oui. Pearl dans sa descente dans un downward spiral. Puis elle est tellement bonne, le The monologue qu'elle performance. livre à Yeah. la fin, c'est Ouais, yeah. c'est ça, tu sais, c'est ce genre de truc-là. Tu sais, puis j'aime mon bon slasher très niaiseux, très con. Euh, on voit des nichons, on voit du monde de se faire décapiter. Une fois de temps en temps, c'est cool. Tu sais, là, des screams, des trucs comme ça. Tu Mhm. sais, ça fonctionne, mais j'ai besoin, moi, pour contrebalancer, de quelque chose d'un petit peu plus. Euh, Artsy. ben, tu sais, on peut dire ça. Je ne vais pas dire elevated horror parce que je trouve que ça Mhm. fait condescendant. Tu sais, je trouve que c'est Mhm. regarder l'horreur en général de haut. Nous, on fait de l'horreur au-dessus de Nous, la masse. on fait du death metal. Là. Je bois de la bière de micro. Mais justement, le death metal, tu sais, si on parle un petit peu de musique, si on retourne là, le death metal, il y a tellement puisé dans l'horreur. Tu sais. Au temps, on parle, mettons, tu sais, des premiers balbutiements du death, c'est les Gargots, tu sais, ouais, notre ami Luc Lemay, on le salue. Allez, Luc. Les Cannibal Corpse, les pochettes Mhm. d'albums bannis dans plein de pays, tu sais, un peu comme Face of Death, puis tout ça, tu sais, Mhm. ça a dû avoir un impact sur toi. Tu sais, t'as aimé ça, le new metal, mais à un moment donné, quand on vient à écouter des trucs plus extrêmes, on fait oh shit, OK, là, il y a des choses qui se passent, puis là, on est dans un autre game complètement. Là. Tu sais, ça Moi, a été quoi le mais je déclencheur? comprenais pas. C'était vraiment Non, comme. c'était J'étais trop. un new metal child, puis je comprenais pas. C'était comme.
Je me souviens, la première fois que j'ai entendu Cryptopsy, j'étais sur le train, going Ouais. back to Chimans. Puis c'est mon ami Luke, Luke Orr, qui m'avait montré Cryptopsy. C'était None So Live, Phobophile, avec Martin Lacroix sur vocal. Puis j'étais comme, je comprends pas. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas si j'aime ça. C'est aux extrêmes. J'étais très tard. J'ai vraiment Un fait late bloomer. the new metal. J'ai tombé into the new wave of American heavy metal, The Lamb of God, Ouais. OK. uh, and then In Flames en même temps. C'était comme ça. J'étais vraiment un metalcore Ouais, plus chanteur mélodique, là. C'est des choses qui avec venaient te Three Mile chercher, là. Street. Ouais. Ah oui, parce que avant, en même temps que j'étais dans le new metal, j'ai beaucoup aimé comme Tool, Mhm. beaucoup, beaucoup. Fait que c'est ces deux choses-là qui sont comme mis ensemble in like metalcore avec Killswitch Engage. Mhm. Ah non, mais Des tu dis bandes Tool, là, tu sais, juste parenthèse Tool, là, tu sais, les vidéoclips de Tool, tu sais, yeah, c'était des chefs-d'œuvre, des buzz clips, hein, dans le temps qu'on écoutait des vidéoclips yeah. à la télé, à Musique Plus. Puis, tu sais, à toutes les fois, c'est un événement, hein. Il n'y a pas personne du groupe qu'on voit. Puis là, c'est comme c'est frais. On ne veut pas voir tout le temps un vidéoclip avec du monde en show, qui font des passes au ralenti. Là, c'était du stop motion, super creepy. Tu sais, ces gars-là, là, c'est des génies, là, on s'entend, là. Tu sais, moi, bon, je trouve qu'ils ont fait un peu de surplace avec les derniers albums, ils se sont fait désirer, tout ça, mais reste que c'est à des niveaux de complexité, les compositions, on embarque dans leur mantra. James Maynard Keenan, c'est un deuxième meilleur chanteur de l'univers après Mike Patton. Euh, Je mais suis ouais, d'accord. Yeah. je comprends très bien tu sais, l'affection que tu as pu avoir pour Tool, mais c'est quoi le premier band extrême qui est venu le chercher? Je pense que c'est Cannibal Corpse, mais c'était avec un album que la pochette n'était pas trop vulgaire. C'était Kill. Ah, OK. Ouais, ouais, ouais. That's the one. Je sais C'est pas des zombies, pourquoi. je pense, hein? C'est une armée Non, de. c'était Non? juste, c'était écrit Kill. C'était Ah oui, il n'y a vraiment même pas de juste. dessin, là. C'est juste écrit en Non. grosses lettres, là, de grosses lettres Puis rouges, là. j'avais acheté ça, j'avais un Three Mile Stream. C'était dans un moment où est-ce que je voulais comme développer ma voix un petit peu plus grave. Fait que j'étais suggéré d'aller checker Cannibal Corpse. Fait que j'ai acheté ce CD-là. Puis il y avait des tunes, des tunes de malades sur ça. Puis j'ai vraiment trippé. Puis ça, c'était comme un oignon. Quand j'étais dans la Cryptopsy, j'ai tombé dans la Cryptopsy après ça. Ah ouais. C'était comme un oignon. Il y avait plein de personnes qui me suggéraient des bands parce que quand j'ai rentré dans le band, c'était vraiment. J'étais pas un death metal singer, j'étais un metalcore singer qui était capable de faire des Des death groans. growl des Ouais, fois. ouais, ouais, ouais. Il fallait que je trouve ma place, ma voix. Ça m'a pris plusieurs années pour être confortable. Il y avait des suggestions Cattle Decapitation. Plusieurs Mhm. personnes m'avaient dit d'aller explorer ça. Ils avaient raison. Ben Regarde, oui. Travis, maintenant, il est rendu un dieu. Il était très bon dans le Exact. temps. Ouais, Et puis là, là, maintenant, là, ça module encore mieux. Il est yeah. capable de chanter, hein, quand il fait sa Mhm. voix là, de la Wicked Yeah. Witch, un petit peu, Yeah, là, yeah, c'est. yeah, that's exactly what it is. Witch, ouais, c'est ça que je dis tout le temps. Ouais, Mais ouais. quand on était en tournée en 2013 ensemble avec Caro, on était en Europe ensemble, je faisais mes réchauffements, puis il se moquait de moi, puis il chantait super bien. Il chantait super bien, clean. Mhm. C'était comme, I'm like, hey, dude, tu peux chanter? Il dit, ben oui, je suis capable de chanter. Ça J'ai ne jamais tentait pas trouvé d'intégrer place. ça à ce moment-là. Tu sais. Exactly, Ouais, exactly. ouais. Fait qu'il y a ça, Decapitated, c'était Mhm, ben vraiment oui. ces choses-là. Puis là, j'ai tourné avec plein de monde, puis c'était de plus en plus, j'étais en tournée avec Decrepit Birth, ma première tournée, puis c'était comme Bill, je comprends pas ce que tu fais. Je comprenais rien. Ça a pris beaucoup d'années avant que je Ben, comprenne le style, le ben oui. genre du death metal et trouver de ma place dans le death metal. Puis je pense que maintenant, finalement, avec le nouveau album qui s'en vient, Oui, ça s'en vient, là. je C'est pour cette suis. année ou C'est pour cette année. Je peux annoncer ça, 2023? mais je peux pas trop annoncer plus que ça. C'est le OK. plus que j'ai annoncé à date. On va l'attendre, tu sais, avant Noël, mettons. Tu sais. Avant Noël cette année. You got the scoop. But, OK. Ben, c'est cool, ça. c'est J'ai bien hâte d'entendre ça, mon cher. Puis je sais que tu as intégré un peu tu sais, du clean singing dans Cryptopsy, puis il n'y en avait pas avant non plus. Puis, tu sais, je pense que ça a peut-être dû brasser un peu du monde qui était habitué à Lord Warren, puis à ah Martin oui, oui, Lacroix, puis, tout le tu monde sais, nous haïssait pendant une bonne couple d'années. Mais on s'est replacé, puis je fais plus de clean vocal en Cryptopsy, puis il n'y en a pas sur le nouveau album. Ça, je peux annoncer aussi. C'est juste OK, des growls, je suis très content avec ça. Il y OK, avait une partie où est-ce que j'ai essayé d'en mettre, puis Chris, c'était comme, ça marchait. on va Non. essayer, puis il Ouais. les a deletés, puis ils sont partis. Qui est une bonne chose. Mais Qui était cool parce que j'avais chanté, que j'ai comme fait des backings de high vocal.
like high screams, puis Ouais. j'ai comme changé de tonalité pour comme matcher les notes. Puis ça marche super bien. OK, Maintenant, OK. là que les cleans sont partis. C'est quelque chose que j'aurais peut-être pas fait avec si les cleans n'étaient pas là. Ouais. Ben c'est ça, mais il faut essayer des affaires, hein, tu sais, puis, tu sais, chapeau là-dessus, tu sais, pour vrai, là, tu sais, sortir les gens de leur zone de confort, puis, tu sais, bon, tant pis s'il y a du monde qui n'a pas aimé ça, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui ont aimé ça aussi. Oui, Euh, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir au spectacle qui me disent qu'ils aiment ça maintenant, mais c'est qu'il dit comme hontement que ouais. non, tu sais que j'avais pas dit à mes amis, mais j'ai vraiment aimé The Unspoken King. Mais on va plus jamais faire ça, c'est fini, on fait plus de OK, choses comme ça. OK, Mais je vais juste ouais, dire, je vais terminer sur ça avec ouais. presque toutes les bandes qui sont super populaires maintenant dans le mode extrême, Mhm. ils ont toutes des vocales clés. Ouais, 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 ouais. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Puis, tu sais, on aime ça quand c'est balancé, tu sais, puis c'est parfait. Euh, Juste, petite parenthèse, parce que Vox&Hops, hein, le concert qui s'en vient, tu sais, moi, je veux absolument le mentionner parce que moi, Clutch, c'est un de mes Yes. bands préférés, le 15, dans 2 jours, parce que le podcast sort le 13, Ah, le sweet. 15 avril. Allez voir And ça, tell les gens. us. Ben Il oui. reste des billets au MTLUS. Ça va être écœurant. Évidemment, Jean-Paul Gaster, le drummer, gros fan de bière, il va triper. Il va passer une belle journée avec plein de belles collabs. Mais moi, là, avant de terminer, parce que ce serait le fun de parler encore de bière, de musique, mais je veux savoir, c'est quoi tes 3 films d'horreur préférés? Tu sais, des films que tu penses que c'est Yeah, probablement les yeah, meilleurs films que tu as vus, puis que ça te dérange pas de revisionner oui. autant, tu sais. Climate The Thing, The c'est Thing, number one. classique. Euh, Côté des faits, c'était vraiment trop bon. C'est encore bon à ce jour-ci. Tu sais, Euh, l'ambiance, mhm, la dynamique, les gars, tu sais, c'est un huis clos. Tu es un mhm, fan de John Carpenter, j'imagine. mhm, mhm. Oui, for sure. I think like de jeunesse, j'ai beaucoup aimé Nightmare on Elm Street. C'est pour ça que j'ai Oh fait yeah, une petite collab c'est avec magnifique. l'hommage de Philip Ivanovic. Oui, Um, on salue Philippe. this- yes, and l'autre, j'aime les slashers, honnêtement, fait que j'aime beaucoup des whole, like, Friday the 13th aussi. Je peux pas nommer comme une spécifique. Je pense que Non, celui avec. C'est pas le meilleur film, mais je pense qu'il y avait il y a avec la tune d'Alice Cooper there. Um, c'était le 6. yeah, c'était pas le meilleur film, mais quand j'étais jeune, He's back, the man behind the yes, mask. yes. When he stabs him, puis les éclairs le Oui, réaniment. ouais, 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 ouais. Yeah, Mais yeah. tu sais, c'était comme un peu celui-là qui est comme. C'était Frankenstein. Tu sais, là, c'était un Mhm. zombie, là. Il revenait d'entraîner mort parce qu'évidemment, après chaque film, il mourait, mais il trouvait le moyen de revenir. Mais là, ils ont vraiment trouvé l'éclair dans un cimetière. Puis, tu sais, c'est un film qui avait beaucoup d'humour aussi. Le film commence, je sais pas si tu te rappelles, au début du film, c'est comme un spoof de James Bond. Ah, non, Ouais. non. Puis, t'as Alice Cooper, sa soundtrack. Tu sais, t'as bien choisi. Ça, c'est le numéro 6. J'ai beaucoup Yeah, aimé. Ouais, yeah. ouais, ouais. But for sure, the Thing, je pense que c'est mon préféré, number one. Mhm. Il y a quelque chose là des effects. C'est vraiment. Tout le monde essaye de CGI. Ça fonctionne pas. Non. Je sais pas pourquoi on le fait encore. C'est comme. C'est bon pour une année, puis là, tu regardes, puis t'es comme. C'est quand qu'ils ont fait ce film? Ah, il y a 3 ans. Oh, OK. Ça a l'air beaucoup plus vieux que ça. Ouais. Ou tu le fais très mal, mais tu le sais, puis ça dérange pas. Sharknado, des trucs comme ça, là, tu sais. Oui. C'est Yeah. assumé. C'est un film que tu écoutes avec la bière, Oui. beaucoup, OK. et d'autres substituts. Mais il faut que tu sois dans ce mood-là. Tu sais. Je sais pas si t'aimes ça, Mhm. toi, des So Bad Is Good, ou c'est pas quelque chose que tu consommes ben ben. Ah, oui, mais en gang, quand on rit, puis on C'est trouve ça ça. bien calme. Ouais, Yeah. ouais, ouais. Fait que, ben, en tout cas, merci, Matt, d'avoir pris le temps de jaser un peu de films d'horreur, beaucoup de musique, puis un petit peu de bière aussi. Puis le 15, c'est clair qu'on se voit en personne. On va faire un Oui. petit cheers pour aller voir nos amis de Clutch. Puis, Yes. ben, invite-moi Puis sur. Amigo the Devil, puis Ouais, Nate Bergman. Nate Bergman vient de Montréal. OK, OK. Euh, Si j'ai pas écouté. c'est super bon. Écoute, là, il chante comme un ange. Ah ouais? Je ne le connaissais pas au début, puis j'ai commencé à écouter parce qu'il joue mon spectacle. Ben oui. Puis on se parle un petit peu chaque fois que je le tag, il répond sur Instagram. Fait que j'étais comme, OK. dude, j'aime vraiment ton CD. C'est comme C'est si t'es super bon.
C'est smooth, ça, quand même. C'est pas C'est trop, c'est pas rock, métal. c'est pas de Rock? métal, non, Non. non. OK, OK, OK. Mais ça va rocker. Clutch, ils ont déjà été métal. Maintenant, on est plus dans le old school, rock and roll, Dead rock. boogie, jam rock. Ouais, ouais, ouais. Ça va Mais être en tout super cool. mais On a des bonnes brasseries, ça va être super fun. On a des bières de l'apothicaire, Four Origins, Overhop, Trailway, la bière, le fermentor, et j'en oublie un, Jukebox. Fait que toutes les bières vont être j'ai délicieuses. C'est vraiment j'ai le déjà brutal soif. avec les bières, la Ça marche liste de tellement. bières qui est le plus balancée, honnêtement. Oh Il y yeah, a ben, des bières de chaque style. on va se faire un cheers? Cheers! Cheers! À bientôt. Mike Schiff, man. Nice to meet you. Nice to meet you. Can you hear me okay? Yeah, it's perfectly fine. Um, Okay. welcome to Metal Maniac, a podcast that I started a few years ago on exactly the same topics that you talked about in your movie. It's so perfect that Facebook suggested that documentary to me. So now we're chatting about metal and horror, two of the coolest things I could think when I started that podcast 2 years ago. So it's awesome. The movie is great. I loved it. Thank you. I just finished my review for Horreur, Québec, and so let's start with the first thing first. So you're a metalhead. So what was the first metal band that you heard that did something for It's a good question. I mean, I really didn't get into metal until, years later. In fact, for most of my life, early on, at least I wasn't really into metal at all. I was you? Okay. into, not a lot of music, but I first started getting into film soundtracks, so buy a lot of horror soundtracks and things like that. So Which I'd start to ones? get like the Elm Street soundtracks, Okay. 3, 4, 5, Mm-hmm. each one. And then I'd be introduced to stuff like Alice Cooper from Friday the 13th, Of course. part 6 and everything. So there's a little bit there, but then I started to get more into metal in the maybe mid 90s, and I was a late bloomer with that. I don't know why, but It's okay. It's for never some too reason, late. yeah, exactly. For some reason, very early on, I wasn't into it. My cousin Peter from Finland, he would always try to introduce me to metal, and he was always very big on Metallica and Megadeth and Anthrax and Pantera and everything, and he was always trying to get me into it, but I just I couldn't get into it just yet. But little by little, it started to work into me, and that I'd say probably in the mid '90s is when I started really getting into it. At that, like all those bands I just mentioned, were probably some of the first ones that I started to get into, and then later on, I started to go into a lot of metal shows. I went to the Ozfest, festivals, and Mm-hmm. then I started to get into Slipknot and Lamb of God and Hatebreed, into all these other bands and stuff. Mm-hmm. So yeah, so I think ever since then I've been more of a metalhead than Hooked. anything. Oh yeah. Yeah. Because there's much more metal that people know in horror, in the soundtracks, and even if we dig further, a band like Goblin that Yeah. did soundtrack for all the Argento films. That was almost metal at times. That was really Mhm. experimental, a lot of prog, but sometimes it goes kind of heavy and with the screaming and all. Even Carpenter, with a lot of soundtracks added a lot of guitars, Mhm. Christine, and of course, Ghost of Mars. It's not really a horror film per se, but hand tracks and Buckethead. Anthrax was on that. Sure. Yeah. Yeah. Yeah, definitely. But plus, like, Johnny Carpenter is, he likes some metal. He likes Metallica a lot. That's his favorite metal band. So he's cool like that. He likes, Mhm. some of the heavier stuff as well. Yeah, Carpenter. He's the master. He's the crossover guy. Now he's a rock star. He's a metalhead. He does show. He don't care about
doing movies anymore. He's rocking out on the stage with his godson and his son. Have you had a Yeah. chance to see his band live? Oh yeah, yeah, absolutely. In fact, two of their music videos, Distant Dream and Escape from New York, I was one of the camera operators on the music videos, and I edited both those videos as well. So so I got to actually work. I got to work with John Carpenter and the rest of the guys. So that was very cool. It was a lot of fun to actually get direction from John Carpenter, which was pretty amazing. And how did you get that gig at the... So my friend Rob Lucas, who's also the producer on the history of metal and horror, he had a relationship with John and the guys. So somehow they were able to work it out where he was the producer on the music videos, and he assembled the crew, and he called me up and asked me if I wanted to be one of the camera guys and the editor for the videos, and I said absolutely, no doubt. So I flew out to LA and we shot it. It was fantastic, and actually a cool story from that couple of days when we were there. I think we were there for 2 days shooting. But I remember we were, a bunch of us were just kind of hanging out in the other room. I think we just had lunch or whatever. We're in between filming, and all of a sudden we start to hear the theme to Halloween being played on a piano. Right. So, and it sounded live, it wasn't a recording. So then we all kind of like stepped out of the room and went into the main recording area. And there, John and his son were playing on piano the theme to Halloween. So just for you. I mean, they were doing it for us, but yeah, we were basically their audience at that time. So it was like a little private show for us. So it's pretty fantastic. It's crazy. It's so cool that you've been able to work for the master. I've been fortunate enough to witness a show in Montreal of those guys, and that was mind-blowing. Just to see John Carpenter watch his son play his music and smiling, and the chemistry between those guys, and with the images on the screen as well. The whole room was like just the jaws were on the floor, and it was amazing. Yeah. So you work also for prior to direct to that movie documentary that you did, the history of metal and horror. You work with Tom Savini as well, which I didn't know he was a metalhead. He's not. I have to be totally honest. Tom is not into metal. He looks the part though. he has a rock and roll kind of vibe, but he doesn't really list. You can list off a whole bunch of metal bands. He'd have no idea what you're talking about. And that's one of the things that I discovered, when shooting the documentary, is that a lot of the older horror guys aren't really that much into metal for the most part, And Tom is one of those guys who just, he's worked with a bunch of these guys. He knows a lot of them, and from conventions, of course, and things like that. And of course, he worked with Dee Snider and Alice Cooper back in the 80s, on a music video. So he's friendly with a lot of these guys, but he's not really into the music so much. He likes a lot of the older, maybe 60s and 70s, type of rock bands and stuff, but none of the modern metal at all, really. It's okay. He's never too late. Perhaps being in your movie gonna give him some pointers of music to listen to. Well, I know he enjoyed the film. We had a screening in Pittsburgh last year, and so I have a bunch of friends, including Tom, who lives out in Pittsburgh. So I invited them all to the theater to watch, and it was a very cool moment because I grew up being a Tom Savini fan. I idolized him because originally I wanted to do special effects, and Tom Savini was like the guy for me. So he was sitting in front of me at the theater, and then about 10 minutes in, he just turns around, he says, "This is awesome." and afterwards, after we all left, he sent me a really nice text message saying how much he loved the film and how much he learned about this connection between heavy metal and horror. So that was like a really special moment, for someone that I admired for so many years. And Tom and I, we're cool with each other now. We've been, friends for a couple of years, but even still, to have someone that
I've been such a fan of for so long. Really appreciate the work that I put together. Was really cool. Awesome. So let's go back in time. You asked that question to all the interviewee in your movie. What was the very first horror movie that you've seen when you were young? It's hard to remember because I know my dad was a big horror fan. Okay. And so he grew up with the original Universal horror films. So he loved Dracula and Frankenstein and The Mummy. Then he got into the Hammer films later on. So he loved, Curse of Frankenstein was his favorite film of all time. So I was introduced to a lot of that stuff very early. Oh, I'm sorry, my cat just jumped on that. So he would play a lot of that stuff at home when he would, and this was early on. We didn't have a VHS player or anything like that. That was on TV. Yeah, stuff that was on TV in the late 70s, early 80s. And, and then, like on Sunday mornings, even they would show some horror films. So I'd watch some of that. And then once the, VHS came out, then I really started going crazy. And then my dad started renting movies. And so I'd watch, Alien and Exorcist and Salem's Lot and a lot of those films. So I can't remember what the first one was. Early on in those years, it's just like everything is kind of a haze, but those are some of the movies I remember seeing. Especially if your dad was a big horror fan, you were surrounded by that. Do you remember being really scared, like a movie that like gave you nightmare for a week or so? It wasn't because I got so desensitized early on. There weren't a lot of films that really scared me, but I will say that The Exorcist definitely freaked me out. Oh, of course, still works. And yeah, The Exorcist, just the atmosphere was just so creepy. And then something like Pet Cemetery, really, like the Sister Zelda. Yeah, with the spinal meningitis. That's like literally one of the scariest things I had ever seen. And I remember after seeing that film, being in my bed, and it's dark, and I'm just like looking in the corner for Zelda to be kind of like crunched up, about to like turn around and run towards me. So stuff like that really. Yeah, that's really a scene that they did really well in that movie, because it's a small scene. I think we see Zelda a few times only, for a few seconds, but it is so effective, Terrifying, because it's like a real thing. It's like a real disease, So anything that could happen like that is terrifying. It's really scary, because we do see stuff like that in the real world, and when you are directly affected by these things, especially, or it could be in the future if someone in your family gets sick or whatever, like it's a really scary thought. Yeah, definitely. So then afterwards, you said you mentioned that you wanted to be a special effect artist. So did you actually study to become one? Not officially. I didn't go to school for it, but early on, I would buy a lot of the books. Yeah, I'd buy the books. Tom Savini, Dick Smith, those guys. I'd buy a lot of their stuff. The videos, when the VHSs were coming out, demonstration, techniques and things like that. And I'd go to the horror conventions to see what kind of new, prosthetic materials were coming out, and so yeah, it was a lot of studying, books and videos, and then a lot of self-taught, stuff. So I would just like buy a lot of materials and then just start playing with it, with latex and tissue paper and stuff like that, and colors and blood. And I kind of figured things out as I went along. And I did that for a while, in my probably early to mid-teens. I think that was really what I wanted to do. And short films with your friends? Yeah, of course. Once I got my first, VHS camcorder, I was out there with my friends all the time filming stuff. And I was fortunate, because in junior high school and high school, they actually had film programs. So I was able to, get educated very early on, not just by, kind of fooling around with my friends, but also like getting real good instruction on how to set up shots properly and how to write a script and everything like that. So I think once I started doing that, I wanted to get a little bit more into writing and directing. And the special effects kind of went off to the side, but every now and then, whenever I would need to, it's needed. Yeah, and whenever I didn't want to, pay for someone else to do something for one of my projects, I just picked up some supplies and did it myself. So, and in fact, for the
the film portion of my documentary, I did the special effects for that as well, because it just gave me a little more control over it, and also is fun to do because I haven't done it in a while. So it works well, man. It was well done. But you mentioned on project that you worked on a little bit before. You worked with John Russo on My Uncle was a Zombie. So did you do the effects for that as well? No, I had nothing to do with that. A lot of that was Fred Vogel and Jeremy from Toe Tag. They did the special effects for that. So so, and I know that working with John Russo, that must have been really cool. Yeah. I mean, like I've known him for a while, and we call him Jack. That's kind of when you become friends with him, you get to call him Jack. So yeah, I met him years ago, and I was camera operator for his film. So I went out to Pittsburgh and shot that over maybe 2 weeks or something like that. It wasn't a very long shoot, but yeah, it was great to work with someone who actually helped invent the zombie genre. Of course, I mean that's a pretty big deal. So that was very cool. And when did you first got the idea to do that documentary on metal and horror? So in 2014, my friend Rob Lucas, who's the producer, he's pretty good friends with Kirk Hammett from Metallica, and Kirk was putting on his Fear Festival convention in California. So Rob asked if I wanted to come out there and do some filming, some photography, kind of help set up here and there a little bit. So yeah, I was like, absolutely. To document the festival. That was the intent. Okay. Yeah, exactly. So went out there and did that, and basically what Kirk did was he put together a show that brought together both worlds of heavy metal and horror together. So it was just a lot of horror celebrities, a lot of metal celebrities, and there was a lot of music, and a lot of his collection. His collection was there, and it was fantastic. And then after the weekend, I was kind of thinking, there hasn't really been a documentary made on why there's this connection between heavy metal and horror. It's like we all know it's there; it's kind of obvious, but there hadn't yet been a film made around that theme. Totally. So I spoke to Rob. I said, hey, what do you think about maybe we do a documentary on this whole thing? We know so many people in the business. It wouldn't be that hard to start getting a couple of interviews here and there. So that's what happened. And from I think the first interview was Chris Jericho, because I had worked with him on a video, music video, a couple of years prior to that. So I was a camera operator and an editor and co-director on that. So Chris was the first guy that I reached out to and said, hey, I'm thinking about doing this documentary. Would you like to be interviewed? He said, absolutely. So when his band was in town in New York back in 2014, at the end of 2014, we interviewed him, and then next thing you know, we're getting his interview and another interview, and next thing you know, we have about 65. so that's the number, 65 interviews for the movie. I think it's about 65. Yeah, I lose count sometimes. Over the course of like 7-8 years. Well, it was a few years to do that, and then once the interviews were done, then it was time to do the short film wraparound portion of that. So then that took some time, and then I was editing all along the way, but then towards the end it was like just a lot of editing and everything. Of course, and it took a while because there's so many people that you think, oh, maybe I should get that guy as well, and you heard about, oh, he's a metalhead too. Oh, perhaps there's so many. Yeah. Because when I started to do that podcast, I started to do a little list, and it's never ending. There's so many people that could apply, that could fit that description of being metalhead and horror film lovers. It's crazy, but the thing you did with the wraparound, having some kind of narrative to your documentary, why was it important to you? I think most documentaries, that like the formula is very, simple and common. We've seen the same thing all the time. It's just goes talking right into it, just like talking heads and B-roll, and for some, and it works. I mean, it's worked for a lot of films, and it's fine. I mean, as long as the content is good and it's interesting, then then it's fine. There's nothing wrong with that. But for me, I just wanted to do something a little bit different. So
and also because ultimately I'd like to get it more into narrative Fiction. film, Oh yeah. feature film. Okay. So it kind of gave me an opportunity to do a short film at the same time doing a documentary. But also, one of my concerns was just how to set up each chapter to the documentary. I didn't want to just do like a graphic transition and titles and all that kind of stuff. I actually wanted a host. And it could have been another type of formula where you just have a host speaking directly to the audience and saying, okay, welcome to the history of metal and horror. Here's what we're going to talk, and he would set up the chapter and everything. But I wanted to have a story around it to make it a little bit more interesting. So I had a few ideas early on, but I knew right away that I wanted to do something like that, just to do something different and help set up each chapter in a more interesting kind of way. No, it's really fun. It's well done, and Michael Berryman. Yeah, we love that guy. He's iconic. He works with the Greys, with Wes Craven, and so many cult film like Weird Science. And yeah. How did you thought of him, and how did you get him? Excuse me. So I was trying to think of someone that would be perfect for the role. And I kind of having a tough time thinking about it. So I was talking to a few people, and I spoke to my friend, Eben McGar, who does the Mad Monster festivals and stuff. So he said, well, what about Michael Berryman? I was like, that's exactly who I want for this film. And Nice. yeah, it's like I was kind of describing the character a little bit, and so he came to his mind, and I was like, I think Mike will be perfect. Do you think we could make that happen? Do you know him? And so he put me in touch with my friend James Balsamo, who does a lot of films, and so he's worked with Berryman before, I think, in the past, and knows his agent. So I reached out to his agent, and Judy Fox, she's a lovely person, and we worked it out, and Michael was into it, and he's in California. It was a short flight from where he was to Burbank, where we filmed it. Okay. And he flew out, and probably in about an afternoon, we just shot all of his scenes on green screen, and then I was able to throw all that footage into the film later on. But he was cool. It was a lot of very easy to work with. Took direction really well, and I think it was just cool to be able to direct a horror legend, Michael Berryman. Yeah, So and that introduction of that movie, with kind of a post-apocalyptic world, reminded me a little bit of Day of the Dead, and perhaps maybe a little bit of street trash, and that was really cool, man. Really, really fun. So back on the interview side of things, I'm sure people like Tom Savini, Russo, and Carpenter, they were pretty easy to get. Is there one that was really took a million emails to get it? Rob Zombie. Oh yeah, Yeah, Rob Zombie, and not because it was difficult per se. It's just his schedule was oh so yeah. tight. Movies Yeah, and music. He does both. yeah, movies, music, touring. So it was, his management, they were fantastic, very easy to work with, very accommodating. And so there was never really an issue of, is he going to be able to do it? Does he want to? And everything. It was just like, well, when he's available type of thing. So probably it took over a year to get his interview. Oh, yeah. Because we were in touch, and every time I'd reach out, I was like, hey, just checking in, seeing where Rob's at. And they say, well, he's in the studio now recording the album, or he's on tour, or he's making the movie. And so then I checked up the tour listing, and I saw that Rob was going to be performing in New York. So I reached out right away and said, hey, I see Rob's going to be in New York. Do you think we could do the interview before the show? Because that's usually a good time. I've gotten a few interviews that way. Mm-hmm. And so yeah, Rob came to town, and we set up, shot his interview. And the first thing he said when he walked in is like, hey man, I'm so sorry it took this long to get the interview done. So he was really humble and really really kind, and gave a great interview. So that was a lot of fun. But because they were sorry, go ahead. No problem. Because he's really at the intersection of both worlds. So he's, of course, he's gonna be really into being in that kind of movie. Mm-hmm. Yeah, I mean, he was totally into it, and a lot of his friends were in there, Sid Haig and Bill Moseley, and the guys that he's worked with. So I think that was enticing for him as well. But
but yeah, that was cool. So yeah, like him, and there are probably a few more that just took a long time to get together just because of scheduling. Mm-hmm. And there were definitely a bunch more that I really wanted to get and got close to getting, but it just didn't happen because sometimes people got busy, they had health problems or whatever. So that kind of stuff happened. Do you have any favorites amongst all the interviews? Of course, it's hard to choose, but more artists that you're really fond of. Or... Yeah, it's hard to say because I mean, I don't want to sound corny by saying that they were all great, but they were. Yeah. But yeah, I mean, favorites. Like I've been a fan of, of course, I like Slipknot, so Corey Taylor was cool, to chat with for a while, and I've known him for a bunch of years. So it wasn't the first time meeting him, but it was still cool to be able to sit down and chat. Going to Dave Mustaine's house to interview him, for a while was, to just be treated like a guest in his home, it was just really cool. Alice Cooper gave us almost an hour, Alice Cooper gave us almost an hour of his time, and there was no rush. And wow, in fact, we filmed at his restaurant, Cooperstown. Oh yeah. And so he had actually, I think early when the interview started, he had ordered some food to bring to his family or whatever. So the food came down, and we were still talking for like another 45 minutes, and the food is getting cold. He couldn't care less. He's like, let's do this interview. It's fun. Oh wow. So yeah, so there was no rush, for him to leave, and he was just really into it. So stuff like that was just, these guys are so legendary, and for them to be that cool, and humble and just so easy to talk to was really great. And of course, Kirk Hammett, was amazing to talk to, and he was so into it, and it was so fun talking to him. So did you interview him at this fest, or that was afterwards? I interviewed him at the second one, at the second Fear Festival. So he did two. He did one in 2014, one in 2015. By 2015, excuse me, I had already started filming. So at that festival, I got a few interviews. From Anthrax, I got John 5, and maybe a few others. But yeah, I got a few at that festival. So the festivals were really great. Even like Phil Anselmo's Housecore Festival. Got a bunch of interviews there. Got Claudio Simonetti from Goblin there. I got Phil. I got Corrosion of Conformity. A bunch of those guys, and Bill Moseley. I think I got there too. So festivals and conventions were some of the best spots because there were a lot of people there over a few days, and I was able to get everyone. Book out a hotel room and just have everyone come over, just keep resetting the room and stuff. So yeah, I got a lot of them that way. Yeah, that's what I figured because, one of the very first interviews I did about, those two topics was with Phil Anselmo for his first Housecore festival. Mm-hmm. And I got a chance to talk with him for the third one as well. And then, it just started to connect all the dots. And he's so knowledgeable, Phil Anselmo, about, all those things, Italian cinema and, really underground cult films. And it's always a lot of fun to talk with those guys. But I want to know what is, as a wraparound question, a last question, what will be your top 3 of favorite horror films? Top 3, it's so hard. Yeah, because like I get that, I get asked that question, and it's so easy to say like the regular stuff, like Nightmare on Elm Street and The Exorcist and stuff like that. But other films that stand out, would be, and I mentioned this one a lot, is like In the Mouth of Madness is a horror film that doesn't get a lot of attention, but I love that type of theme in a horror film where reality just starts getting twisted around, and you don't know what's real anymore, and it keeps getting worse and worse, and your whole world just kind of falls apart. So In the Mouth of Madness, it's just like one of my favorites of all time. Something else that's not as huge, but like Serpent in the Rainbow was always one of my favorites. I love that. Have you watched the episode of Cursed Films, the Chateur series on that film, on the Serpent and the Rainbow? Not on that one, but that's interesting. I want to check that out. It's pretty crazy what happened in Haiti when they shot the movie with voodoo and stuff, and that was pretty intense. You should seek that out. It's season 2. It's on Shudder. Okay.
Yeah, Oh, yeah, great. Yeah, I didn't yeah. even know they did one on that. But yeah, absolutely. I definitely want to check that out. Mm-hmm. Yeah, those like films like that are really Wes Craven, of course. Yeah, I mean, Wes Craven, and of course Elm Street, of course, was like one of my favorite films of all time. But it was like such a huge, film for me for so many years. I was like, let me try to find some more obscure films that I can really talk about. really Well, yeah, of course, but Nightmare on Elm Street, the concept itself, it's so crazy, it's so scary because afterwards you have to go to sleep, and it stays with you. The first one that was so powerful. I'm a big fan. Amongst all the slashers, my favorite character is Freddy Krueger, but the very first film is amazing. First one's, and I'll tell you, a lot of people don't like the second one, but I think it's pretty good. I loved Freddy in the second one because I think that was the darkest Freddy, of the whole series. I think it was the most brutal in that one in a lot of ways. So I loved the way they made Freddy in that film. And then of course, Dream Warriors is great too because it was so much fun. Yeah, definitely. It was a little more, comedic and everything like that, but it was a lot of fun too. Of course, but there's things to love in every Nightmare on Elm Street films. Yeah, but there's silly things as well. Yeah, very silly. like a lot of the series, a lot of horror series, it's just like they try to make so much money and they kind of lose track of what's really important, which is a great story with great characters. Like Friday the 13th, takes Manhattan. For instance, it's pretty hard to love. or Jason Takes Canada, wherever they actually filmed it. Because it was in Manhattan. But one last question: what will be your next project, if you can talk about it? You have a film that you're starting? I mean, I've written a few screenplays over the years, two of which I really would like to get into production at some point. Fiction? Features, horror films. One is a little bit more on the surrealism side, because I love, that's one thing that I'm a huge fan of. I'm a huge David Lynch fan. Got to hang out with him a few times as well. So, wow. Have you been to his festival? Yeah, I went to one of his festivals, and I got to hang out with him at his house once, which was very cool. Crazy. So that I do some work for the David Lynch Foundation that teaches transcendental meditation. So a lot of stories with that, but basically through some of the work, I was able to meet David a bunch of times. But I loved his films for so many years. He's probably my favorite director of all times, and I love, especially like his early stuff. But I want to make more horror surrealism, and I want to do something really weird, psychological type of horror. So like Cronenberg a little bit, or like Cronenberg. Cronenberg. Naked Lunch, of course, is one of my favorites. So stuff like that, but very very dark and very scary, but also very surreal, and kind of bringing some of that early David Lynch too, like even like Eraserhead is like really disturbing kind of movie. Definitely. So I kind of want to go that angle, but then some other stuff that's maybe not as weird as well. So I think from this documentary I was able to build a lot of relationships, and hopefully once I wrap up everything with this, I can start kind of figuring out how to get some other stuff into production. Okay, it's great, man. Looking forward to see more of your stuff. Thanks a lot for this cool chat about your movie. So I'm gonna tell everyone that your movie needs to be seen because there's so many. It's so fun to see people that we admire being filmmakers or music lovers to talk about what they are a fan of. It's the coolest, because they're just like us, fans. Well, exactly. We all have very similar stories, and when we're growing up and how we first got introduced to horror, and so it kind of brings us back to our childhood in a lot of ways. So that's something that all of us, no matter what age you are, whether you're one of the old school horror guys or metal guys and everything, like we all kind of share a lot of the same experiences. So for some people, the original, Frankenstein was maybe one of their favorite films, whereas for us, maybe it was like, Elm Street or something like that. But it's the same basic story. Totally. And we also
movies way too young, and we got traumatized, and now we're horror fans for life. Exactly. Awesome. Absolutely. Hey, thanks, Mike, and we'll chat again. I'm sure. Yeah. Thank you so much for having me. This was great. Cheers. All right. Take care.